Bonjour et bienvenue à ce nouveau Sens en Tourne où nous allons essayer de répondre à une question: comment produire des médicaments à partir du vivant. Pour cela, nous allons vous proposer une visite d'un laboratoire à l'Université de Tours où nous avons rendez-vous avec Nathalie Guivarch et Vincent Courdavot qui vont nous présenter leur domaine de recherche. De vous accueillir ici au sein de la faculté de pharmacie qui héberge notre laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales. On propose de nous suivre. Donc, le laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales existe depuis environ 25 ans. Sa spécialité, c'est de travailler sur les plantes médicinales et de s'intéresser à la possibilité de produire des molécules qui sont utilisées pour faire des médicaments. On est à peu près une équipe d'une trentaine de personnes avec des enseignants-chercheurs, professeurs maîtres de conférences, des assistants ingénieurs et des techniciens. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de personnel, on va dire, contractuels, comme les postdoctorants, les doctorants, ou encore des Master 2 que vous aurez l'occasion de rencontrer lors de la visite du laboratoire. Le laboratoire développe plusieurs axes de recherche, dont un principal qui est aussi historiquement celui sur lequel l'équipe travaille depuis le plus longtemps. C'est celui sur la pervenche de Madagascar, qui est une plante connue pour produire des molécules anticancéreuses. Et aujourd'hui, cette plante, elle est au cœur d'un projet d'envergure soutenu par la région Centre-Val de Loire, pour lequel Vincent Courdavot et moi-même, nous sommes coporteurs. Alors effectivement, Nathalie, c'est un projet qui essaye de répondre à une problématique que l'on rencontre beaucoup pour les plantes médicinales et qui est liée à ce qu'on appelle l'approvisionnement en molécules actives. Les composés qui sont issus de la pervenche aujourd'hui sont toujours obtenus à partir de cultures de plantes, cultures qui se font à grande échelle, en Inde par exemple, et on vient récupérer des composés à partir de ces feuilles pour synthétiser des molécules actives. Toute la problématique, c'est de se dire que dans un environnement qui change, l'accès à ces ressources peut être difficile. Donc le laboratoire, depuis de nombreuses années, a initié un programme de recherche qui avait pour objectif de comprendre la synthèse des molécules au sein de la plante, puis de transférer à d'autres organismes la capacité de synthétiser ces mêmes molécules. Ce transfert, on le fait au travers d'un transfert de gènes qu'on extrait d'une certaine façon des plantes et que l'on vient incorporer dans des levures pour leur donner la capacité de synthétiser ces molécules d'intérêt. Et tout notre programme de recherche à l'heure actuelle repose sur ce transfert de gènes de plantes vers la levure pour assurer une synthèse continue de ces molécules d'intérêt et un approvisionnement de qualité et robuste. Donc là, vous êtes dans la serre du laboratoire dans lesquelles les conditions sont recréées pour la culture de cette plante tropicale qui est la pervenche de Madagascar. Alors cette plante, elle est connue depuis très longtemps dans la médecine traditionnelle. C'est la raison pour laquelle les chercheurs se sont intéressés à elle pour savoir quelles étaient les molécules qui pouvaient avoir des intérêts pharmacologiques. Ainsi, ils ont pu déterminer que cette plante, qui appartient à la famille des apocinacées, produit des alcaloïdes dont certains ont des propriétés anticancéreuses assez puissantes. Ces alcaloïdes qui sont produits par la pervenche, ce sont en fait des composés de défense, un petit peu comme va l'être la nicotine dans le tabac. Et pour répondre aux agresseurs, la plante va accumuler des alcaloïdes dans différentes parties, les feuilles, les racines ou les tiges par exemple. Les alcaloïdes sont différents, mais on a une complexité comme ça qui se met dans la plante. Pour étudier comment se fait cette synthèse, nous cultivons la pervenche dans cette serre, en partant par exemple de germination, qu'on fait dans des boîtes de pétri de ce type-là, et qui nous permet d'avoir du matériel de départ, qu'on va ensuite transposer dans des petits pots individualisés, ce qui va nous permettre de réaliser de premières expériences dessus, avant de passer à des plantes un petit peu plus matures que vous avez ici, ou à des stades adultes, où là on a une synthèse complète qui se met en place. Les alcaloïdes, ce sont des molécules qui sont extrêmement puissantes, ce qui fait que pour se défendre, la plante n'en accumule que d'infimes quantités. Et c'est là toute la problématique, parce que pour avoir suffisamment de molécules, on est obligé de récolter de quantités très très importantes de feuilles. Donc le travail de l'équipe, depuis très longtemps, c'était de s'intéresser à des voies alternatives à cette synthèse in planta. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au contraire d'autres médicaments, une synthèse chimique n'est pas possible. La molécule est trop complexe. Donc le laboratoire a cherché à développer des stratégies de bioproduction. On va se servir d'un autre organisme ou d'un organisme simplifié pour assurer la synthèse de ces molécules. Le premier modèle simplifié qui a été développé, c'était les cellules végétales, les cellules de Catharanthus que vous voyez ici cultivées in vitro sous forme de cale, que lorsque l'on passe en milieu liquide permet d'obtenir des suspensions cellulaires qui peuvent ensuite être cultivées en plus gros volume en bioréacteur. Alors ces cellules végétales sont placées dans des conditions
avec l'espoir de produire les molécules d'intérêt. Sauf qu'on a pu constater qu'elles produisent certains des alcaloïdes, mais pas ceux qui nous intéressent. Pour autant, on continue à travailler sur ces cellules végétales parce qu'elles ont permis d'initier tout un pan d'études sur la voie de biosynthèse de ces alcaloïdes. Alors les cultures cellulaires ne produisent pas toutes les molécules qui nous intéressent, mais néanmoins, elles restent un excellent outil pour aller comprendre comment se fait la synthèse à l'intérieur de la plante. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les entretenir très régulièrement. C'est le travail d'Emeline, technicienne dans notre laboratoire. Donc l'entretien des cellules se fait dans cet environnement, qui est un environnement stérile. Emeline travaille ici sous zone haute à flux laminaire, ce qui garantit la stérilité de l'ensemble et ce qui permet comme ça de multiplier les cultures cellulaires sans infection de bactéries ou de champignons. Comme on vient de le voir avec Emeline, les cellules végétales ont une certaine limite puisqu'elles ne produisent pas les molécules qui nous intéressent. C'est la raison pour laquelle, depuis environ 7 ans, on a développé une autre stratégie au niveau du laboratoire qui consiste à faire produire des molécules végétales par des cellules de levure, c'est-à-dire de la levure de boulanger. Mais pour arriver à faire produire par ces cellules ces molécules, eh bien, il faut identifier les gènes qui codent pour la voie de biosynthèse de ces molécules et les transférer dans ces systèmes cellulaires. Et c'est ces opérations qui se font à l'intérieur de ce laboratoire. Plusieurs personnes dans le laboratoire travaillent à l'identification des gènes de la voie de biosynthèse. Et ce travail d'identification des gènes, en fait, il se déroule en plusieurs étapes. Pourquoi ? Parce que le gène vient coder une protéine. C'est cette protéine qui assure la fonction dans la plante. Et pour identifier le gène qui code cette protéine, nous passons par l'identification d'un intermédiaire que l'on appelle un ARN. Et le travail d'Inès va impliquer tout ce travail de reconnaissance des ARN des gènes. Ici, je participe sur les projets d'identification des gènes candidats de la route des alcaloïdes. Et je vais faire un exemple de comment nous pouvons faire ça. Nous allons avoir deux plantes, un qui a grandi à soleil et l'autre qui a grandi à l'ombre. Cette plante il va produire des alcaloïdes et ça ne produit pas. Après, nous faisons l'extraction des ARN qui nous dit qui gènes sont présents ou pas. Nous utilisons un programme informatique que nous a développé et nous faisons l'identification de notre gène candidat. Après, nous amplifions notre gène que vous pouvez voir ici et nous utilisons cette gène pour faire beaucoup d'études. Un exemple, c'est nous utilisons aussi pour faire la inactivation des gènes sur la plante. Et comme ça, nous pouvons faire la validation de ses fonctions. Pour identifier les gènes qui sont impliqués dans la synthèse des alcaloïdes, on a besoin de réaliser des expériences dites d'invalidation. C'est-à-dire qu'on va bloquer l'expression des gènes. Et pour faire ce blocage de gènes, on utilise ce canon à particules qui est ici, qui va nous permettre de procéder au blocage de l'expression. Et c'est ce que Costas, qui est postdoctorant également au laboratoire, est en train de réaliser actuellement. So this is a machine that delivers DNA to cells. It's called biolistic transformation. Donc c'est une machine qu'on appelle un canon à particules qui permet de faire des transformations biolistiques, c'est-à-dire que ça va permettre de projeter de l'ADN transformant à l'intérieur des cellules. We have a petri dish with Catharanthus roseus cells. Donc Costas a une boîte de pétri qui contient des cellules de Catharanthus qu'il va pouvoir placer dans le canon. We transfer the DNA to the disruptor discs. Donc il est en train de déposer de l'ADN transformant sur un disque de transformation, orange dans le petit portoir. We place the disc in the device. Donc il vient déposer le disque de transformation à l'intérieur du canon. We remove the cap. Il place les cellules à l'intérieur. Donc il est en train d'appliquer un vide léger à l'intérieur. Et il vient de projeter les particules. Alors cette transformation-là repose tout simplement sur l'accélération des particules que l'on va réaliser. On va projeter à très haute vitesse les particules comme des plombs par exemple lorsqu'on tire avec une cartouche de fusil. Et ces microparticules vont rentrer dans les cellules. L'ADN transformant qui est porté par ces microparticules vont être libérés et ce fragment d'ADN va pouvoir s'intégrer dans le génome des cellules. Et la particularité, c'est que l'on a sélectionné des fragments d'ADN qui viennent bloquer l'expression des gènes que l'on a ciblés.
L'objectif, comme ça, est d'étudier les conséquences du blocage de l'expression des gènes sur la synthèse des alcaloïdes. Et on comprend facilement que si le gène est impliqué dans la synthèse de ces alcaloïdes, l'arrêt de son fonctionnement entraînera l'arrêt de la synthèse des alcaloïdes. Une fois les gènes de votre biosynthèse identifiés, le travail de transfert dans les levures va pouvoir commencer. Et c'est ce que réalise Pamela, qui travaille dans notre laboratoire en tant que doctorante. Je travaille sur le transfert des gènes sélectionnés dans les bactéries. Et d'abord, je clone les gènes dans les bactéries pour obtenir les bactéries qui ont les gènes d'intérêt pour la technique de PCR. Puis, je transfère les gènes dans les levures. Puis, je vais faire grandir la levure pour obtenir une grande quantité. Puis, je analyse pour UPLC si la levure en produit ou pas la molécule d'intérêt. Lorsqu'on reconstitue les voies de biosynthèse au sein des levures, c'est-à-dire lorsqu'on exprime les gènes de plantes au sein des levures, on a besoin de s'assurer que les enzymes qui sont codées par ces gènes présentent une localisation identique au sein des cellules que ce qu'elles avaient au sein des cellules végétales. Et donc pour faire ça, on va réaliser des études de localisation subcellulaire au sein de ce laboratoire de microscopie. Alors les constructions ADN qui expriment les protéines de fusion fluorescente sont transformées dans ces plantes et quelques jours après la transformation, on va voir l'apparition de la protéine de fluorescence. Dans le noir, on peut voir que sur cette feuille qui a été transformée, s'accumule une protéine qui est responsable de l'apparition de la couleur verte, de la fluorescence verte, très marquée ici. Alors que dans une feuille non infiltrée, cette protéine de fluorescence n'est pas présente. Ce que l'on va donc faire, c'est simplement récupérer de petits échantillons de cette zone et les passer au microscope pour étudier la localisation subcellulaire des protéines. Pour étudier la localisation subcellulaire des protéines, on va réaliser une construction ADN mixte codant la protéine que l'on cherche à localiser en fusion avec une protéine fluorescente. Et c'est cette construction que l'on va exprimer dans la plante ou directement dans des cellules végétales. Et quelques jours après avoir fait cette transformation, on va observer la fluorescence au sein des cellules. Ce que l'on voit ici, par exemple, c'est de la fluorescence au sein d'épidermes de cellules de plantes. Et on voit le contour des cellules qui apparaît ici, qui indique que la protéine de fusion présente une localisation cytoplasmique. Comme la protéine de fusion présente une localisation cytoplasmique, on peut dire que la protéine que l'on cherche à localiser présente la même localisation. Bien, une fois que l'on a donc validé les gènes candidats, vérifié au niveau cellulaire leur localisation et qu'on les a transférés dans des levures, reste à vérifier la capacité de ces levures à produire la molécule d'intérêt. Ce type d'analyse se fait par chromatographie et c'est ce que fait Kevin, doctorant en laboratoire, qui va vous expliquer. Voilà ce que me fournit Pamela. À l'intérieur de ce petit vial, de ce tubing, eh bien, il est contenu le milieu de culture dans lequel étaient mises à pousser les levures et qui potentiellement peuvent contenir certaines molécules qui nous intéressent, ou encore il peut s'agir ici d'extraits réalisés à partir des levures. Et à partir de ce tube, ensuite, nous pouvons l'analyser par chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse. Cette machine est constituée de plusieurs modules. Vous avez ici la pompe qui gère les solvants ici en haut et qui va ensuite pouvoir permettre par l'injection de séparer les molécules contenues dans nos milieux de culture en fonction de leur polarité, ici sur cette colonne de chromatographie. Et nous allons ensuite pouvoir les détecter par deux autres modules, soit l'UV ici, soit le spectromètre de masse ici. Donc voici le genre de résultats que l'on peut obtenir. Vous voyez ici les pics qui correspondent à nos molécules d'intérêt. Alors en bas, vous avez le standard avec un temps de rétention, donc le temps à laquelle la molécule d'intérêt sort qui est défini. On peut voir ici sur cette levure que le composé d'intérêt est identique, tandis que cette souche de levure vraisemblablement ne produit pas ce composé. Donc pour de futures analyses, nous nous servirons de cette souche-ci. Alors, comme vous l'a expliqué Kevin, une fois que les souches de levure capables de bioproduire des molécules
contrôlés par chromatographie ont été sélectionnés. On va initier la phase de montée en puissance de leur culture en passant de la flasque au bioréacteur à plus gros volume. Et le fonctionnement de ces bioréacteurs va vous être expliqué par Céline. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de cultiver des levures que mes collègues ont préalablement transformées pendant plusieurs jours dans ces cuves qu'on appelle des bioréacteurs. Donc ces cuves, elles sont tempérées grâce à une double enveloppe dans laquelle il y a de l'eau qui circule. Elles sont également aérées, on envoie de l'air, et puis elles sont agitées grâce au moteur, aux pales et aux contre-pales qu'il y a à l'intérieur. Ces cuves, elles sont aussi équipées de capteurs. Ce sont des sondes qui nous permettent de faire différentes mesures de grandeur physico-chimique, quasiment en continu, et qu'on peut visualiser en temps réel sur l'écran qui est derrière. Donc ici, on a la température, une sonde ici pour l'oxygène dissous. Les réacteurs, ils sont également équipés de pompes, ici en rouge et ici, qui nous permettent entre autres de choisir quand et comment on alimente nos cellules. On met dedans tout ce dont les levures ont besoin pour croître, notamment une source carbonée, par exemple du galactose, et des acides aminés. On a ici une culture qui a environ 24 heures, donc les levures ont atteint un certain stade de croissance, d'où cette opacité. On va pouvoir maintenant injecter un précurseur de notre molécule d'intérêt et les levures vont biotransformer ce précurseur en notre molécule d'intérêt. Au cours de la culture, on peut effectuer plusieurs prélèvements. Cela va nous permettre de s'assurer de la croissance des levures, d'estimer leur viabilité et aussi de s'assurer de la production de notre molécule par UPLC avec Kevin. Tout ça nous permet de déterminer les paramètres de la conduite de culture en bioréacteur. L'ensemble des étapes qui vous ont été montrées se font dans le cadre d'une recherche dans un laboratoire avec des bioréacteurs de faible contenance, puisqu'ici c'est un bioréacteur de 2 litres. Mais dans l'éventualité de transférer ce processus à une échelle industrielle, on va faire appel à une plateforme technique avec des bioréacteurs de plus grande contenance. Le plateau technique de la région Centre-Val de Loire, le Biocube Institut, est un bâtiment dédié à la formation des futurs professionnels de la bioproduction et à l'appui à la recherche. Lorsqu'un projet arrive à ce niveau de maturité, il est nécessaire de commencer à travailler à l'industrialisation des procédés pour pouvoir produire de plus grandes quantités compatibles avec la demande industrielle. Je vous invite à vous déplacer de 3 km pour venir découvrir le Biocube. Le Biocube Institute est un bâtiment dédié à la formation dans la bioproduction. Pour pouvoir entrer dans la zone de production, après s'être lavé les mains, il faut s'équiper d'une charlotte, d'un cache-barbe et de surchaussures. C'est seulement avec cet équipement réglementaire qu'on reçoit l'autorisation d'entrée sur le site de production. Vous allez rencontrer Cyrielle Léger, qui est actuellement en formation. Ici, nous sommes donc dans le hall de culture cellulaire. Cet espace est dédié à la décongélation des cellules ainsi qu'à leur amplification. Donc pour l'amplification, c'est l'augmentation du nombre de cellules. Et maintenant, nous allons pouvoir voir les différents types de bioréacteurs qui sont présents au Biocube, donc potentiellement en industrie. Donc comme dans une industrie, ici au Biocube, on va partir de cellules congelées. Dans ces petits tubes qui s'appellent cryotubes, on peut avoir différentes concentrations de cellules, ça dépend des modes opératoires. Ces cellules ont été modifiées pour permettre de produire le principe actif qui sera dans notre médicament. Donc le but, c'est d'avoir beaucoup de cellules à la fin pour avoir une plus grande quantité du principe actif. Sauf qu'on ne va pas pouvoir passer directement d'un petit volume à un grand volume. Souvent, on assimile ça un peu à des poissons rouges, les cellules. Quand les poissons sont dans un grand aquarium, ils sont tout seuls, ils sont un peu seuls, donc du coup, ils dépérissent. Les cellules, c'est pareil. Donc, du coup, on va devoir passer par volumes successifs. Une fois que nos cellules sont décongelées, on va pouvoir passer dans un premier flacon. Ce flacon, d'abord, on reste sur des petits volumes, puisqu'il ne faut pas non plus noyer nos cellules. Du coup, on ne remplit pas non plus le flacon à fond, puisqu'il faut quand même que les cellules puissent respirer. C'est comme nous, on a besoin d'air autour, donc il faut qu'il puisse y avoir un échange entre l'air et le milieu extracellulaire.
Donc une fois qu'on a assez au niveau concentration cellulaire, ce qu'on a déterminé, on va pouvoir passer ensuite dans un volume plus grand. Donc plus de milieux extracellulaires, enfin plus de milieux pour les cellules. Donc potentiellement, elles auront plus d'espace pour se développer. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir une concentration cellulaire assez importante pour pouvoir passer en bioréacteur. Une fois notre culture dans la cuve, on pourra ainsi plus facilement réguler tout ce qui est pH, la température, ainsi que la concentration de dioxygène. Parce que les cellules, c'est comme nous, s'il y a trop de dioxygène, elles meurent, s'il y en a pas assez, elles meurent. Ce qu'on va aussi régler, c'est l'agitation, puisque nos cellules, elles sont dans un milieu liquide. Du coup, si on n'agite pas assez, les cellules vont sédimenter, elles vont tomber dans le fond du flacon. À ce moment-là, elles vont mourir. Donc il faut qu'on ait une force d'agitation assez suffisante pour qu'elle puisse être en suspension et avoir le maximum d'espace. Une fois notre culture terminée dans la cuve de 2 litres, on va ensuite pouvoir passer à un volume beaucoup plus important. Donc toujours dans l'idée d'augmenter la surface de développement des cellules. Sauf qu'entre passer cette cuve et une autre cuve plus importante, il faut garder à l'esprit qu'on travaille dans des conditions stériles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter de bactéries en plus dans le milieu de nos cellules, sinon les cellules ne vont pas forcément apprécier, enfin elles ne vont pas apprécier du tout, elles vont mourir. Il faut également garder à l'esprit tous les paramètres de culture cellulaire, donc par exemple la température, si elles subissent des chocs de température, une température trop haute ou trop basse, elles vont mourir également. Rappelez-vous, on est parti d'un petit cryotube, donc d'environ 0,5 microlitres à 1 microlitre, pour ensuite arriver à 30 litres de culture. Donc cette poche, elle peut accueillir normalement 50 litres, mais on s'arrête à 30 litres pour permettre les échanges entre l'air et le milieu cellulaire. Sur ce type de volume, ce qui va être important maintenant, c'est de garder encore les paramètres de culture cellulaire, comme par exemple le pH. Partout dans la poche, le pH doit être environ 7, on va dire. Et la contrainte, c'est justement de ne pas avoir un gradient de pH. Pour ça, on va devoir agiter, sauf que l'agitation, si elle est trop forte, elle risque d'abîmer, de stresser nos cellules. Donc là, encore, c'est un paramètre à régler. Ici, au biocube, on peut aller jusqu'à des cultures de 50 litres. Donc cette cuve est différente de celle qu'on a vue précédemment, car celle-ci est en inox, à la différence des poches qui sont à usage unique, donc qu'on jette après utilisation. Là, il faut garder en tête qu'il va falloir nettoyer la cuve et donc tous les circuits d'injection et de prélèvement entre chaque culture cellulaire. En industrie, on peut par exemple monter jusqu'à 2000-3000 litres de culture. Donc une fois qu'on a notre concentration cellulaire optimale, on va laisser les cellules produire notre principe actif, souvent c'est une protéine, et après on pourra passer aux étapes de purification. Nous arrivons dans une nouvelle partie du biocube qui est dédiée à la purification du biomédicament. Au cours de cette phase et dans ces lieux, nous allons travailler à isoler la molécule thérapeutique et ne récupérer qu'elle pour pouvoir envisager de l'utiliser chez le patient. Pour isoler notre médicament, notre principe actif, nous allons utiliser 3 techniques. Nous allons utiliser la centrifugation, puis la filtration, et enfin finir par une étape de chromatographie. L'étape de centrifugation est une étape très importante puisqu'elle permet d'éliminer toutes les cellules usines utilisées pour la production du biomédicament. C'est lors de cette étape qu'on va utiliser le gradient de centrifugation qui permet d'éliminer plus rapidement les composants les plus volumineux et les plus lourds de notre mélange. Les cellules étant beaucoup plus grosses que les molécules médicaments, elles seront éliminées les premières et à l'issue de la centrifugation, nous pourrons récupérer les cellules à éliminer et le produit final ne contenant plus aucune cellule vivante. À l'issue de l'étape de centrifugation, il reste dans le mélange récupéré des protéines issues de la physiologie normale des cellules usines et le principe actif que nous avons fait produire. Pour isoler le principe actif, il nous reste 2 étapes. Passons à l'étape suivante qui permettra d'éliminer les protéines par filtration. Lors de l'étape de filtration, nous allons utiliser une membrane percée de pores qui va retenir les composants protéiques de notre milieu. À l'issue de cette filtration, nous allons séparer les protéines des petites molécules chimiques. Pour purifier notre principe actif au milieu des différentes molécules chimiques qui se trouvent dans notre liquide, nous allons utiliser les principes de la chromatographie d'affinité. L'appareil de chromatographie va modifier le solvant
qui pénètre dans la colonne et va permettre de décrocher sélectivement les différentes molécules présentes dans notre solution. Lorsque les molécules se détachent de la colonne, le flux est récupéré et amené à l'appareil de chromatographie. Cet appareil de chromatographie, par des moyens optiques, va permettre de déclencher l'apparition d'un pic visualisable lorsqu'une molécule circule à travers la tubulure. Chaque fraction correspondant à un pic est récupérée dans un tube différent. À l'issue de la chromatographie, les échantillons partiront dans la zone analytique pour caractériser quelle fraction contient le principe actif. À l'image de la culture cellulaire, on voit que pour passer à l'échelle industrielle, il est nécessaire de travailler sur des colonnes dont le diamètre va être de plus en plus grand. Dans l'industrie, il n'est pas rare d'observer des colonnes de chromatographie qui ont un diamètre de plus de 2 mètres. Lorsque nous nous sommes assurés d'avoir obtenu une pureté de 99,9% pour la fraction contenant le principe actif, la molécule peut continuer son cycle et partir pour être transformée plus tard en médicament. Vous venez de découvrir le processus de fabrication d'un médicament issu du vivant. Ici, au Biocube Institut, l'Université de Tours et le groupe IMT travaillent main dans la main pour proposer des formations du Bac+2 au Bac+5, permettant de former des opérateurs jusqu'aux managers de la bioproduction qui travailleront pour la fabrication des médicaments de demain. Alors finalement, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors c'est un travail qui a duré une dizaine d'années. C'est ça qui nous a permis de sortir une première souche de levure prototype pour produire des médicaments à partir d'une source naturelle. Et cette souche, elle est en cours de validation à l'heure actuelle au sein du Biocube. Nous, en parallèle, on continue de l'optimiser pour augmenter encore les rendements de production. Bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, comme on l'a vu, ça fait appel à plusieurs chercheurs de plusieurs niveaux différents. Et il faut aussi considérer ce projet comme faisant partie d'un programme de plus important, plus ambitieux, qui s'appelle Biomédicaments et qui est fortement soutenu par la région Centre-Val de Loire. Et on est typiquement dans l'essence du programme qui vise à favoriser les collaborations entre les académiques et les industriels pour arriver en région à produire un maximum de médicaments issus du vivant. Alors il faut remarquer que l'ensemble des étapes de ce projet qui vous a été présenté dans ce reportage correspondent à un travail de laboratoire, mais qui n'a de sens que s'il est transféré ensuite vers un industriel pour la production de médicaments à grande échelle. Dans le cadre de ce projet de la pervenche de Madagascar, le partenaire industriel, c'est Axentis, mais il faut savoir qu'aussi au niveau du laboratoire, on développe d'autres projets de ce type-là sur d'autres médicaments. Et oui, et la production de ces biomédicaments, c'est vraiment un champ disciplinaire en pleine expansion. C'est stimulant déjà intellectuellement pour les chercheurs dans le laboratoire. Il y a aussi de vrais débouchés économiques derrière. Et de vrais enjeux socio-économiques.